Bonjour à vous, ODH Note, auditrices, auditeurs ou simples curieux et curieuses qui découvrent pour la première fois une vidéo d'ODH TV 2. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Matin OVNI, mais passons dès à présent à un sommaire détaillé de cette édition. Au sommaire de cette édition, dans le courrier des ODH Note, c'est Rémi Fauchereau, président de l'Association d'études des phénomènes aériens, ou AEPA, et membre du SSO, qui y répond. Les informations importantes de cette édition vous sont présentées par Jenny, modératrice de la page Facebook d'ODH TV et des comptes YouTube ODH TV Archives et ODH TV 2. Dans la rubrique OVNI dans l'histoire, ou ODH, Bertrand Meust va vous parler d'un cas de rencontre rapprochée du troisième type qui s'est passé en 1943. Dans la question de l'édition, c'est Jacques Scorneau, président de l'association du SSO, Sauvegarde et conservation des études et archives ufologiques, qui y répond. Vous allez retrouver d'autres membres de cette association dans la rubrique Culture OVNI UFO Pop, avec donc Gilles Durand, secrétaire général du SSO, et Rémi Fauchereau. Puis nous passerons à l'actualité de l'émission Zone Parallèle, animée par Carole Lozé. Puis nous finirons par le dossier de cette édition qui va porter sur l'hypothèse militaire, vaste sujet, qui fascine autant de personnes que l'hypothèse extraterrestre. Je tiens à partager un dernier petit message pour celles et ceux qui n'écoutent que les sommaires des éditions d'ODH TV. Merci de votre écoute et à bientôt. Et pour les autres, passons dès à présent au courrier des ODH Notes. Penses-tu nécessaire de bien apprendre tous les bruits d'avion? Ça peut être très utile, par exemple quand vous entendez le bruit d'un hélicoptère, à comparer du bruit d'un DR400 ou le bruit d'un Zingu. Il y en a qui le reconnaissent, il y a beaucoup de pilotes au bruit qui reconnaissent l'avion qui arrive, etc. Ou ils voient si c'est un avion de tourisme, de ligne, un hélicoptère, un avion militaire, un chasseur, etc. Ça se reconnaît, c'est sûr, hein, ça se reconnaît au bruit. Rien qu'au bruit qu'on a l'oreille, comme il y a par exemple les musiciens ont l'oreille pour la musique, on peut être pilote et avoir l'oreille pour l'aéronautique. Hein. Ça, il n'y a pas de problème, on reconnaît tout ça, oui. Il y en a même qui reconnaissent au niveau des appareils, ceux qui vont à des salons comme le salon du Bourget ou des choses comme ça, des grands salons où il y a tous les appareils militaires, ou des salons américains, ou des salons même en Suisse. Je ne sais pas si on peut y accéder en Russie, mais ils connaissent le bruit des moteurs des avions militaires ou même civils étrangers, oui. Penses-tu que ce serait nécessaire pour toute personne qui font des veillées par rapport aux méprises? Oui, bah c'est sûr que cette partie du bruit que font les avions ou les hélicoptères, essentiellement ces deux types d'aéronefs, c'est très utile à connaître et à savoir, parce que quand par exemple on voit la nuit des appareils comme ça, soit des avions, soit des hélicoptères éclairés, s'il y a un bruit qui correspond, on peut facilement identifier. Si on ne peut pas identifier au niveau des lumières, on peut identifier d'après le bruit. Nos amis et partenaires du SSO sont intervenus dernièrement sur France 3 Picardie dans un reportage qui s'intitule « À la recherche des extraterrestres ». Nous voyons encore là l'amalgame OVNI égale extraterrestre que font les médias. Or, pour être plus clair, le documentaire aurait dû se nommer « À la recherche des OVNI » ou « OVNI, la recherche ». Car je vous rappelle que l'acronyme OVNI signifie objet volant non identifié par le ou les témoins, et non objet volant extraterrestre, parce que la théorie extraterrestre n'a qu'une hypothèse parmi tant d'autres. Nous vous invitons quand même à visionner ce reportage dont les liens sont affichés sous notre émission. Ça, c'est encore un cas c'est à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est un récit rétrospectif, je crois, et c'est un Allemand, un officier de la Wehrmacht, je crois, voilà, c'est ça.
qui observe cette scène dans une clairière. Donc ça fait partie de ces atterrissages pré-arnoldiens qui, évidemment, pour la plupart, seront allégués après. Petite parenthèse ici. Dans le bouquin de Jean Sider, il y a de très nombreuses histoires d'atterrissage avec ce que j'appelle l'effet vitrine, cette espèce de mise en évidence d'une scène pour un témoin isolé, etc. Donc il y a, dans le bouquin de Sider, on trouve de très nombreux récits de ces types d'événements dans les années qui précèdent la Deuxième Guerre mondiale. Le problème, c'est que presque tous, on cherche, je n'ai pas encore trouvé, un cas qui aurait amené à une inscription écrite. Je donnerais n'importe quoi pour avoir une inscription écrite d'un événement comme ça en 1943, parce que ça changerait complètement la donne. Mais il est improbable qu'elle se produise, puisqu'on n'a pas encore le concept de la chose. Pour toi, l'avenir de l'ufologie de terrain, est-ce que tu es optimiste, pessimiste ou neutre? Je suis plutôt pessimiste, mais comme je disais tout à l'heure, s'il y avait un cas largement médiatisé qui apparaissait dans la presse demain, il est possible qu'à ce moment-là, les amateurs de terrain ressurgissent. Mais globalement, je suis plutôt pessimiste. Alors je suis actuellement au Sceaux, ils ont des maquettes d'avions secrets, Oui. espions. Voilà. Alors, bon, celui-là, n'est-ce pas, ce célèbre F-19, Stealth, donc Aurora, n'a jamais existé en réalité. C'est, comment dirais-je, les services secrets américains, pour cacher le F-117, qui ont inventé cet avion, ce soi-disant avion secret. Voilà. Ils en ont laissé faire des maquettes, ça c'est une maquette déjà construite, voilà. Mais ils ont donné des plans à des constructeurs comme Revell ou Airfix ou autres. Ils leur ont donné des plans d'un avion qui n'a jamais existé pour cacher le réel avion qui était le F-117 à l'époque. C'est pas... Voilà, bon, c'est un beau B2, Il est noir. il est noir, il est B2 quoi. Voilà. Mais ça c'est un avion qui existe. C'est un avion donc qui n'est pas une... oui. Je vais peut-être pas le sortir. C'est un peu compliqué. Il faut pas le casser le jouet. Oui, on va pas casser le joujou. C'est pas à moi, c'est au Sceaux. Voilà. Eh bien, je retrouve actuellement Rémi Fauchereau, au lieu-dit Le Grand Ponceau, à son domicile. Bonsoir Rémi. Bonsoir Gilles. Merci de participer une fois de plus à Culture OVNI. Oui. Alors, tu as entre les mains un livre assez particulier, Les Triangles de la Nuit, de Daniel Robin, qui a été publié en 2019. Alors, tu as eu ce livre au cours d'un échange. Oui, Daniel Robin a vu mon livre, a vu la première la couverture de mon livre. Et sur la couverture de mon livre, il a vu ça sur Facebook, il a vu qu'il y avait un triangle sur cette couverture de mon livre. C'est donc toi qui avais fait la photomontage. Il a cru que c'était un triangle qui avait été vraiment vu dans Lyon, puisque mon livre qui s'intitule Le dossier des ovnis dans Lyon parle de cas ovnis dans Lyon. Donc il m'a téléphoné, il m'a demandé si c'était un triangle qui avait été vu dans Lyon. Je lui ai dit que non, que c'était une photomontage. Mais j'ai dit que mon livre contenait beaucoup de témoignages de cas de triangles dans Lyon. Et donc il m'a dit ça m'intéresserait de l'avoir pour voir un peu ce que c'est comme cas, comme observation, etc. Et donc je lui dis je peux vous l'envoyer si vous voulez. Il me dit ce que je peux faire. Il dit moi comme j'ai écrit un livre Les triangles de la nuit, on pourrait procéder à un échange. Vous m'envoyez le vôtre et moi je vous envoie le mien. Alors je lui ai dédicacé le mien, il m'a dédicacé le sien, et puis on a procédé à l'échange. Voilà. Eh bien, merci Rémi de nous avoir fait part de cela.
Je tiens à rappeler que l'émission Zone Parallèle ne traite pas que d'ufologie, mais également des phénomènes paranormaux, de faits insolites et étranges, de conspiration et de cryptozoologie. C'est une émission québécoise qui est diffusée tous les samedis de midi à 14h au Québec, soit en heure française de 18h à 20h. N'oubliez pas également la petite dernière, Zone Insolite, diffusée juste après, donc de 14h à 16h au Québec, de 20h à 22h pour la France. Cette émission est animée par plusieurs animateurs défilant les uns après les autres au cours des mois à venir. Passons à présent au dossier de cette édition. Nous allons donc reprendre le fil des hypothèses et ainsi parler d'une autre hypothèse qu'il y a en ufologie. Alors nous avions abordé en 2016 et 2017 l'hypothèse géophysique, l'hypothèse extraterrestre, l'hypothèse temporelle et dimensionnelle. Maintenant nous allons passer à une autre hypothèse qui fait encore parler d'elle puisqu'actuellement les États-Unis seraient en train de fabriquer leur nouveau bombardier, le B-21 Raider. Il se peut effectivement qu'il y ait des tests en Europe, tout comme lorsqu'il y avait le F-117 et le B-2, qui ont été, selon certains, les possibles confusions au cours de la vague belge en 1989. Nous allons dans un premier temps, par le biais d'interviews, vous parler de l'histoire de cette hypothèse. Puis, par le biais d'un sondage réalisé par Jenny, modératrice de la page Facebook, mais également des deux comptes YouTube, que ce soit ODH TV Archive ou ODH TV2, avait posé une question aux ODH Notes pour leur demander ce qu'ils pensaient de l'hypothèse militaire. Ensuite, nous passerons aux différents avis des ufologues, veilleurs, de n'importe quelle tendance au sujet de cette hypothèse. Et nous finirons par quelque chose qui produit de nombreuses méprises, les fameux triangles volants. Alors que sont-ils? OVNI ou avions militaires secrets ou mal connus de par le ou les témoins? Donc passons dès à présent à la première partie de ce dossier, l'histoire de l'hypothèse militaire présentée par Gilles Durand, membre du SCO, Sauvegarde et conservation des études et archives ufologiques. L'hypothèse militaire, oui, elle a été développée aussi parfois en parallèle avec l'hypothèse extraterrestre, en disant qu'il y avait une collusion entre tous ces gens-là, quoi, entre les aliens et les militaires. Je dirais que ça date, ça date des premières, des prémices de la théorie du complot. Et les prémices de la théorie du complot, ça date des années 50. Hein. C'est Blackout sur les soucoupes volantes de Jimmy Guilleux. Hein. Et déjà des tas de choses qui sembleraient vouloir prouver qu'on nous cache tout, on nous dit rien, et que certains ufologues ou même témoins, divulguent ou font traîner dans les milieux ufologiques, quoi. Selon les réponses compilées des ODH Notes, il semble que l'hypothèse militaire en ufologie en est une qui intéresse beaucoup, mais qui semble convaincre peu. La plupart des gens ne croient pas que l'humain peut construire ou maîtriser une telle technologie. D'autres croient par contre que les militaires ont été en contact avec une vie extraterrestre, mais qu'ils se sentent démunis face à leur avancée technologique. Merci à toi, Jenny, d'avoir réalisé ce sondage auprès des ODH Notes. À ce stade-là, on peut remarquer qu'il y a deux courants de pensée dans l'hypothèse militaire. D'un côté, vous avez une hypothèse plutôt portée sur la conspiration, sur du complotisme, et de l'autre côté, l'hypothèse plus sceptique, les méprises, c'est-à-dire les observations d'objets volants non identifiés sont en fait des méprises avec des avions existants ou secrets, des projets et prototypes. Je tiens à vous signaler que cet épisode ou ce dossier hypothèse militaire est divisé en deux parties. Dans cette première partie, nous allons aborder les différents avis des ufologues, des veilleurs, des chercheurs. Dans la deuxième partie, qui sera dans une prochaine édition de Matin OVNI, nous aborderons quelque chose qui est très peu abordé dans le milieu, l'espionnage industriel et l'espionnage militaire.
Que penses-tu de l'hypothèse militaire? C'est l'hypothèse qui me tient le plus à cœur en ufologie, avec les phénomènes naturels. Pourquoi Il y a 40 ou 50 ans d'ici, quand l'ufologie a pris du terrain, a progressé, on ne se rendait pas compte des choses. Quand on voyait les observations qui étaient signalées à l'époque, les gens à l'époque se disaient c'est quelque chose qui vient d'ailleurs. On ne sait pas d'où ça vient, c'est bizarre, cette technologie qui est immense, c'est une technologie qui nous dépasse. Et donc on pouvait imaginer que ça venait d'ailleurs. Elle fait partie de mes hypothèses crédibles pour beaucoup de choses, pour beaucoup de cas. Je pense que cette hypothèse n'est pas du tout à négliger et qu'il peut y avoir aussi des technologies qui sont secrètes encore et qui peuvent passer pour des ovnis, tout à fait. Il faut en tenir compte, ça c'est indéniable, parce que quand il y a des prototypes, ils sont en avance de 10-20 ans sur tout ce qu'on sait, et c'est tenu secret. Donc ça peut faire des confusions. Par exemple, si vous avez un nouveau bombardier ou un avion furtif qui sort en forme de triangle, et puis que vous voyez des triangles partout, il faut se poser la question, est-ce pas un prototype militaire avant d'être un ovni? Avant d'être quelque chose ovni ou entre parenthèses extraterrestre. Donc l'hypothèse militaire, il faut absolument en tenir compte, autrement c'est même la première chose à laquelle il faut penser. Parce que tout ce qui est connu, il n'y a pas de problème, parce que tout ce qui est militaire est forcément secret déjà. Donc il y a des avions qui sont très connus, des avions militaires qui sont très connus, mais il y a une partie de prototypes qui ne sont pas connus et qui sont tenus secrets encore. Et donc ces prototypes font des essais en vol. Font des essais, font peut-être même des missions, et qu'on ne sait pas encore, qu'on saura dans 10, 20 ans ou 30 ans plus tard. Donc il peut y avoir confusion avec un phénomène ovni à partir de ces prototypes. Il y a eu des méprises avec des avions militaires, des prototypes secrets. Voilà, OVNI égale prototype secret, c'est ça en général. C'est jamais des avions civils, les prototypes secrets, c'est généralement militaire. Et ça date d'il y a très longtemps. Comme je dis, en même temps que, même si l'hypothèse extraterrestre, plutôt martienne, on va voir la vague de 54, c'est une hypothèse martienne. Donc l'hypothèse d'intervention de martiens ou de visite de martiens dès 47, elle est en parallèle avec des prototypes secrets et avec des avions militaires provenant peut-être de chez les Russes. On ne sait pas à l'époque. C'est aussi une hypothèse qui traîne et qui a aussi pignon sur rue et qu'un certain nombre de chercheurs partagent. Andrei Gromyko, qui est l'ancien ministre des Affaires étrangères de l'Union soviétique, du temps de Brezhnev, il parlait des soucoupes volantes. Je veux dire, à la Douma, ou au Soviet suprême, il parlait des soucoupes volantes. Bon, il disait que ça venait essentiellement des États-Unis, les soucoupes volantes. Mais il en parlait, je veux dire. Derrière le rideau de fer, il y a des instituts de recherche de physique, d'astrophysique qui étudient les ovnis. Parce que la Russie n'était pas épargnée, l'Union soviétique n'était pas épargnée. Quand la guerre froide était finie, qu'on avait pu consulter les archives russes, que les Russes avaient pris pour des ovnis les fameux SR-71 et les fameux U-2 d'avions espions américains, qui étaient des prototypes militaires. Et au début, comme ils ne connaissaient pas ces programmes-là, les soviétiques, ils avaient considéré ça comme des ovnis. On a retrouvé ça dans leurs archives. La vague belge, par exemple, la vague belge, on n'a pas pu expliquer les triangles. Mais il faut quand même remettre un peu la situation là où il est. C'est que quand vous avez des avions furtifs qui traînent en Belgique, si c'est une manœuvre militaire secrète, on n'est pas forcément au courant. Et on ne va pas vous le dire. Même si vous avez un petit courrier à la défense en disant c'est un avion furtif ou pas, il ne faut pas vous le dire. Regardez, les avions secrets russes, les bombardiers russes qui survolent nos côtes actuellement, personne n'est au courant, mais ils sont venus quand même, ils ne se sont pas gênés. Donc je ne vois pas pourquoi des avions furtifs américains
totalement secret, inconnu, même de l'armée belge, serait venu faire joujou au-dessus de nos villes, au village, pendant la vague belge. C'est tout à fait possible, on n'en sait rien. Surtout qu'il ne faut pas oublier que l'armée belge, récemment, il y a quelques années, a refait un petit bilan de l'ufologie, de la vague belge, en disant que la vague belge n'était rien. Qu'est-ce qu'ils entendent en disant ce n'était rien? Qu'est-ce qu'ils entendent par là? On n'en sait rien. Ils ne sont pas dit plus. Donc pour moi, il est tout à fait possible que des avions secrets militaires américains ou d'une autre nation seraient venus survoler la Belgique à cette époque, et que dans ces observations d'avions furtifs, d'autres témoins auraient vu de véritables ovnis. C'est possible. Pour moi, il y a eu un mélange entre les deux. Parce que les militaires ont toujours essayé des trucs sur nos têtes. Nous, on est en bas, on ne sait pas ce qui se passe. J'avais un militaire, une fois, j'avais raconté quelque part dans un bouquin, qui m'avait dit que les gens, il préférait que les gens croient aux ovnis. Et ça veut tout dire. Je n'exclus aucune hypothèse, et notamment l'hypothèse militaire, effectivement. D'abord parce que certaines observations sont relativement proches de bases aériennes ou de bases militaires, et particulièrement les cas de triangles qu'on a pu avoir sont des triangles qui ont été observés dans des zones de l'Oise, où on n'est pas très loin des bases de Creil, de Taverny. Oui, vous avez des bases très proches en fait. Et ça pourrait être une des explications. En sachant qu'ils ne font aucun bruit. Donc il n'y a pas de bruit. Ce n'est pas de la technologie classique. Et surtout qu'un des cas qu'on a eu, on a observation du dessus du triangle. Et ça, c'est un cas rarissime, pour l'instant. Une des observations, on a vu une sorte de cockpit, oui. Le témoin a vu une sorte de cockpit au-dessus. Ce qui pencherait dans l'hypothèse d'un avion sophistiqué. Oui. Il faut toujours voir ce que la technologie militaire au niveau des prototypes est capable de faire, quand on peut en avoir l'information, parce que c'est pas toujours, des fois l'information on l'a que 50 ans après. Donc quand on a une information sur les prototypes militaires qui sont sortis un peu exceptionnels, parce que par leur forme surtout déjà, par leurs possibilités techniques, donc c'est très intéressant de voir, de comparer le phénomène OVNI, toujours le comparer avec ce que les militaires peuvent sortir comme prototype, et voir si bien des cas OVNI ou observations OVNI ne sont pas en fait des prototypes militaires très peu connus ou mal connus ou qu'on ne connaît pas encore. Voilà. Quand on regarde la technologie des ovnis qui sont observés, c'est une technologie qu'on ne peut plus dire infaisable. Quand on regarde avant, il y a un certain moment, quand on voyait des soucoupes qui atterrissaient, donc c'est un décollage, atterrissage vertical et décollage vertical, on disait que ça ne pouvait pas se faire. Aujourd'hui, c'est faisable. Quand on dit qu'il y a des engins qui ne peuvent pas faire du surplace, à cette époque-là, on disait que c'était pas faisable. Aujourd'hui, c'est faisable. Il y a des drones, il y a des avions militaires, des hélicos. Il y a toutes ces choses-là qui permettent... En fait, tout ce qu'on a pu observer et recueillir dans les témoignages OVNI ces 50-60 dernières années, ces technologies faisables. La seule chose qu'on ne peut pas encore expliquer à l'heure actuelle, ce sont les vitesses accélérées. Ça, on ne peut pas encore l'expliquer, parce que c'est vrai que quand on voit un engin ou un phénomène qui fait du 13 000 km/h, on a du mal à expliquer ça. Maintenant, lorsque vous consultez la presse locale, vous pouvez tomber sur des articles, certes petits, mais fortement intéressants. Regardez celui-ci, qui date de 1957. Il parle d'un test en Angleterre, un test d'un avion à décollage vertical. On est bien loin à cette époque-là des F-35. Bon, certes, l'avion s'est crashé, mais c'est quand même intéressant de voir qu'à l'époque, ils cherchaient déjà à faire des avions à décollage vertical. Les apparences des ovnis, c'est expliqué. Les ovnis triangulaires, on a des avions triangulaires, furtifs. Le surplace, on sait le faire. Décollage vertical et atterrissage vertical, on sait le faire. Du gauche et droite, du recul, on sait le faire aussi. On sait faire plein, tout ça en fait, on sait le faire. Et si on sait le faire aujourd'hui, en 2016, et que ces engins on les connaît, ça veut dire que l'armée, ou ceux qui étudient, qui font
des recherches sur l'aéronautique, ça veut dire qu'ils ont plusieurs années d'avance sur ce que nous on connaît, d'une manière officielle. Donc dans 20 ans, par exemple les vitesses accélérées, donc les engins qui vont à 6000, 7000 km/h, on pourra aussi l'expliquer, parce que peut-être que dans 20 ans, on aura des engins qui feront du 6000 km/h. Hein. Donc tout ce qui a... L'ufologie en fait a progressé par rapport aux observations. Il y a une certaine époque où on disait que ça c'était pas faisable. 10 ans après on a dit que c'était faisable. Après il y a d'autres choses qui n'étaient pas faisables. 10 ans après on a dit que c'était faisable. Et aujourd'hui ça continue comme ça. Donc c'est par étapes. Moi j'en vois déjà certains qui vont lever les boucliers en disant « Attends, là c'est du débunkage, c'est sceptique, etc. » Non, en fait sur ODH TV, on vous diffuse et vous partage les différentes hypothèses qu'il y a. Et pas qu'une seule. Parce que certains pourraient penser que tout vient de l'espace. Et concernant les engins matériels, comme je le dis, ce sont des phénomènes qui ne sont, selon moi, pas vraiment totalement inexplicables. On peut les expliquer si on veut. De là, il ne faut pas tomber dans la théorie du complot. Il ne faut pas se dire on nous cache tout, c'est ça, on ne sait pas, mais il y a beaucoup de cas quand même, on se dit bon, là il y a un truc qui ne tient pas la route, ils nous ont menti, pas qu'en ufologie. Ouais, déjà, ouais, les TR 3B, moi j'ai vu aucun salon où il a été présenté. J'ai aucune conviction qu'il existe réellement. Le LTR 3B, mais tout ça, tous ces prototypes qui n'ont en fait peut-être jamais vu le jour, hein, qui sont dans la tête soit des gens eux-mêmes, et certains chercheurs aussi manipulent l'opinion publique, il ne faut pas oublier. Hein. Malheureusement, on peut le dire, il y a des chercheurs qui manipulent l'opinion publique, hein, en inventant des hypothèses parce que ça les arrange. Voilà. Je ne donnerai pas de nom, parce qu'il n'y en a pas trop chez nous, c'est plutôt aux États-Unis, mais bon, mais peut-être que chez nous il y en a aussi. Hein. On le découvrira peut-être plus tard. Voilà. Quand Aurora est arrivé au jour, on a dit ouais, c'est peut-être un certain nombre d'ovnis, c'est peut-être Aurora. Aurora cachait en fait le F-117, mais caché au point que Revell, le marchand, le constructeur, enfin le fabricant de maquettes plastiques donc à monter et à coller, avait sorti une maquette d'Aurora, alors que c'était comment dirais-je, une intoxication de la CIA. Après, tout expliqué par l'hypothèse militaire, non. Là aussi, c'est toujours pareil, il faut avoir lu autre chose que l'ufologie pour se rendre compte que qu'on a fait des saletés, des saloperies, j'allais dire, en parlant bien, partout dans le monde depuis les années 40 et depuis les années 50. Donc, pourquoi pas l'hypothèse militaire, elle fait partie des hypothèses valables, quoi. Il y a aussi autre chose, sûrement. En tout cas, moi je mettrais l'hypothèse extraterrestre, quand même, quelque part. Bon, les pourcentages, je sais pas. Mais il y a l'hypothèse militaire. Après, j'éliminerai tout le reste, quoi. Toutes ces voies sans issue sur lesquelles on allait, l'hypothèse parapsychologique, l'hypothèse de la terre creuse, l'hypothèse de... Qu'est-ce que c'est qu'il y a encore il y a tellement de trucs, j'y crois pas trop. Mais l'hypothèse militaire, ils sont capables, quoi. Ils sont capables de nous avoir fait plein de trucs. Une conversation téléphonique, Rémi, tu m'avais dit quelque chose de très important, et c'est très important aussi par rapport aux méprises, que les avions de chasse, enfin les militaires, pouvaient voler là où ils voulaient. Absolument, on ne peut rien leur interdire. C'est-à-dire qu'ils ont, pour l'entraînement, ils ont des couloirs aériens. Ils ont des couloirs aériens, même pour se déplacer, ils ont des couloirs aériens. Il y a une carte qu'on peut se procurer auprès de la DGAC, et vous avez la carte de France avec les couloirs aériens. Et par exemple, si vous avez un avion qui veut aller s'écraser sur une centrale nucléaire, on va prendre la configuration terroriste, il peut parfaitement dévier de son couloir aérien pour aller l'intercepter. S'il y a un avion qui menace, ou un autre avion de chasse qui menace le territoire aérien, ou quoi que ce soit, ou par exemple un ovni ou n'importe quoi, il peut parfaitement dévier de son couloir aérien
et aller l'intercepter. Il a tous les droits, les militaires ont tous les droits sur ordre, bien sûr, de l'état-major. Donc, Les contrôleurs aériens, dès qu'il y a quelque chose de suspect, on dirige un avion vers cet identifiant suspect. il faut mentionner également qu'avant, les avions de chasse pouvaient passer le mur du son sur le territoire français. Oui. Et maintenant, il y a une réglementation parce qu'il y a eu, pour diverses raisons, maintenant, ça ne se passe plus sur le territoire français, ou alors ça se passe, je crois, en altitude, mais on n'en subit pas les effets au niveau du sol. C'est comme aujourd'hui, il y a un truc qui commence sérieusement à m'énerver, c'est quand on dit que les triangles, les zones triangulaires ne peuvent pas être militaires. Mais c'est archi faux. Les triangles, excuse-moi, quand tu entends les gens qui disent « Mais de toute façon, vous vous rendez compte, c'est un triangle », mais moi je l'ai entendu de mes oreilles, hein. J'étais complètement sidéré, hein, et je ne l'ai pas entendu qu'une fois. Les gens qui te disent « Oui, mais vous vous rendez compte, hein, ces triangles noirs, hein, ça ne peut pas être humain. Hein. Bon, il n'y a aucun objet sur Terre qui est triangulaire. Ça ne peut être qu'extraterrestre. » Voilà ce qu'on m'a dit. Ce que j'ai entendu dans des réunions ufologiques, comme dans les repas ufologiques, un peu partout. Voilà, ça, je suis sidéré. On se base, quand on dit ça, on se base sur quoi? On se base sur la vague d'OVNI belge. Soit disant que les avions furtifs à l'époque ne pouvaient pas faire du surplace, etc. Mais aujourd'hui, c'est faisable. Donc, voilà, c'est... Donc on ne peut pas dire que les engins militaires aujourd'hui sont totalement exclus de l'hypothèse d'une explication sur les phénomènes OVNI. C'est possible. Alors c'est quoi un avion à aile delta sinon un triangle? C'est quoi tous les avions furtifs? C'est des triangles. Excusez-moi. Et c'est des avions noirs en plus. Hein. Ce sont tous des triangles. Alors, bien sûr, et là on va te dire, mais mon cher ami, c'est du mimétisme. Et là on est dans ce qu'on appelle la dissonance cognitive. C'est-à-dire, on te dit, mais il y a plein d'avions triangulaires sur Terre qui ont été depuis les années 40, même avant. Premier avion à île d'État, c'est des avions en toile. Faut oublier ça. Hein, même si ça n'a pas marché à l'époque. Mais dès les années 1910, on essayait des avions avec des ailes bizarres, entre autres des avions avec des ailes delta. Ou des ailes inversées aussi. Oui, des ailes inversées. Voilà, des trucs absolument hallucinants. Hein. Vous pouvez trouver certaines réponses en consultant les archives de la presse ou des magazines spécialisés, comme dans ce Science et Vie qui date d'avril 1948. Dans ce magazine, vous avez un article sur l'avenir de l'aviation. Et comme vous pouvez voir en image, il y a pas mal de prototypes de projets d'avions à aile delta, voire de triangle. Vous avez aussi un avion à aile inversée, comme c'est étrange. Donc voilà, il faut consulter aussi les archives, parce que tout n'est pas sur Internet. Bruno Botta, reporter d'ODH TV pour l'Île-de-France, mais également membre du SAU, Sauvegarde et Conservation des études et archives ufologiques, lui s'est procuré aussi un Science et Vie au cours d'une balade, qui date de 1946, celui-là. Et ce Science et Vie parle de l'avenir des hélicoptères. Regardez bien la page de couverture. C'est curieux, on dirait des cas d'observation de phénomènes inexpliqués. Voilà, donc c'est en consultant les archives qu'on peut trouver des choses fortement intéressantes. Donc ça existe, tu dis aux gens que ça existe. Alors regarde, là tu devrais faire un focus sur le blouson de Rémi avec ce Mirage 3, ce profil de cette silhouette de Mirage 3. Hein, c'est bien un avion triangulaire le Mirage 3, je suis désolé. Hein, le Delta Dart américain, c'était un avion triangulaire. Il y a eu des tas, le Vulcain britannique, qui était un bombardier, comme le Mirage 4 en France, hein, un bombardier stratégique qui portait des bombes nucléaires, ce sont tous des avions triangulaires. Je suis désolé. Donc, ça existe depuis toujours dans les armées, ou même des avions civils. Le Concorde, c'était quoi? Un avion triangulaire, un avion civil triangulaire. Le Tupolev 144, russe, un avion civil triangulaire. Ah voilà. Bon, il y a eu beaucoup plus de militaires à aile delta que des avions civils à aile delta. C'est ce qu'on appelait ça des deltas, comme la lettre grecque, un triangle. Voilà. Alors aujourd'hui, on a l'impression d'avoir oublié ça.
Puis je te dis, quand tu dis aux gens, mais il y en a eu plein, mais ils te disent, c'est du morphine, tu vois, comme tu dis, c'est du mimétisme. Donc, s'il vous plaît, arrêtons de dire que les ovnis aujourd'hui, c'est comme dans les années 50, on ne sait pas ce que c'est. L'hypothèse ovni militaire, c'est réfutable, on ne peut pas dire que c'est militaire, parce que la technologie qui est utilisée par ces engins est inexplicable. Ce n'est pas vrai. La technologie qu'on observe dans les observations d'ovnis sont explicables. Je suis désolé. Comme je le dis, il y a un seul élément que je n'arrive pas à expliquer, c'est la vitesse. Ça, je ne sais pas. J'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout, mais on part du principe que c'est impossible du moment qu'il y a un pilote. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une ère où il y a beaucoup de drones. Des drones sans pilote. Des drones qui ne font pas forcément 50 cm. Il y a des drones qui font des tailles d'avions furtifs comme les B2, etc. Ça existe sans pilote. Donc les vitesses à ce moment-là, rapides, sont faisables, puisqu'il n'y a pas de pilote. Oui, bah, de toute façon, la plupart des témoignages de la vague belge, c'est quand même, pour un certain nombre, entre autres pour toutes les vidéos qui ont été faites, c'est une confusion avec des avions. Hein, il y en a qui ne sont pas des confusions avec les avions, ça j'en suis certain. Il y a eu quelque chose dans la vague belge, mais quoi, j'en sais rien, mais il y a eu quelque chose. Alors c'est vrai qu'il y a des observations qu'on ne peut pas encore expliquer, qui nous dépassent un peu, technologiquement, mais c'est une toute petite minorité. Hein. Quand on regarde les statistiques OVNI et les rapports d'observation, faut être objectif, quoi. Il faut être objectif. Quand moi je ressors mes archives et que je regarde un peu les rapports d'observation que j'ai récoltés depuis ces dernières années, je n'ai rien trouvé qui me dit que c'est extraterrestre. Pour moi, toutes les hypothèses sont valables, mais je n'exclus pas l'hypothèse militaire ou phénomène naturel. Pourquoi? Parce que ça correspond. Voilà. Sauf que j'ai pas la preuve que c'est naturel ou militaire. Je ne sais pas, j'en sais rien. Donc un jour, moi ce que j'attends, pour conclure, c'est que voilà, j'attends encore des années, je surveille l'activité militaire, etc. Peut-être qu'un jour, j'aurai des réponses à mes observations. J'en sais rien. Si vous désirez avoir plus de renseignements quant à l'hypothèse militaire, de nombreux ouvrages sont sortis sur la question. AVNI, armes volantes non identifiées. Alors, je vais dire l'hypothèse militaire. Est-ce qu'il y a une vraie hypothèse militaire? Il n'y a que Dellinger qui a fait OVNI, l'armée démasquée. Donc, c'était un bouquin qui est sorti très tardivement sous forme papier, mais qui au départ était un livre numérique. Un des premiers du genre d'ailleurs en France. C'était au début des années 2000, je crois. Je ne suis pas très sûr de la date. Bon, enfin bref. Vous pouvez aussi trouver d'autres informations et renseignements dans ce genre d'études. Approche socio-psychologique du phénomène OVNI, écrit par Jean-Michel Abrassard, coédition du Sceau Archives OVNI. Vous pouvez retrouver cette publication sur le site du Sceau. Et le dessin est quand même assez particulier, n'est-ce pas? Donc ça représente la vague belge. Vous avez au-dessus un magnifique vaisseau triangulaire. Ici, l'observation du ou des témoins. Et en dessous, l'explication qu'avancent certains enquêteurs et chercheurs de cette vague, c'est-à-dire observation tout simplement des F-117, puisque n'oublions pas qu'en Belgique, il y avait et il y a toujours des bases militaires de l'OTAN. Donc les avions américains, ils peuvent voler là, hein, ça ne les dérange pas. Voilà, donc voilà, c'était la petite partie culture. Bien sûr, vous pouvez trouver d'autres publications autour de ces hypothèses dans des sites internet, etc. Comme vous avez pu le constater, l'hypothèse militaire fascine autant que l'hypothèse extraterrestre. Certains sont pour, certains sont contre. Est-ce des avions secrets, mal connus par le ou les témoins, ou même les enquêteurs, des prototypes, ou alors un secret planétaire qui frise le complotisme? Je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés à faire cette grande édition. Je vous donne rendez-vous aussi dans les prochaines parties de cette hypothèse militaire, donc partie 2, qui traitera de l'espionnage, d'autres avis autour de l'hypothèse militaire, et donc dans hypothèse militaire partie 3, les différentes observations d'OVNI ou de vie proches ou au-dessus de bases militaires en France, par le biais
d'interviews, d'ufologues, d'enquêteurs, de veilleurs et de contre-enquêteurs. Je tiens donc à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés, les membres de l'équipe d'ODH TV, les partenaires proches et vous autres, ODH Note, d'avoir répondu au sondage de Jenny. Je vous donne donc rendez-vous à la prochaine édition. Si vous voulez voir ou revoir d'anciennes éditions de Matin OVNI ou de la série Hypothèse, veuillez cliquer sur les liens des playlists en dessous de cette vidéo. Je vous dis donc à bientôt sur ODH TV. Au revoir.